Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, après Winchester 73 et La Flèche Brisée, je vais à nouveau vous parler d'un western américain sorti en 1950, La Porte du Diable ou Devil's Doorway en version originale, réalisé par Anthony Mann comme Winchester 73, mais ici nous n'avons pas James Stewart dans le rôle principal, lui qui était également dans La Flèche Brisée. Vous savez, l'un des premiers westerns à traiter positivement de la cause native américaine. Eh bien, c'est également le cas de La Porte du Diable. Vous comprenez ici ma logique thématique globale. Alors, qui avons-nous dans le premier rôle ici? Un certain Robert Taylor, un Américain pur jus, mais qui joue un membre donc de la tribu des Shoshone. À ses côtés, Paula Raymond, une jeune avocate assez idéaliste, et Louis Calhern, qui la même année s'était fait connaître pour son rôle assez marquant dans The Assault Jungle. Et l'histoire ici se déroule peu après la fin de la guerre de sécession, la guerre civile, 1968, hein, grosso modo, là, où on voit donc un soldat américain qui revient dans sa petite ville. Il s'appelle Lance Paul, mais en fait, c'est surtout un membre donc de la tribu des Shoshone qui vivent à côté, là. Et les choses ont changé pendant son absence, alors que lui, il a tout donné pour l'Amérique. Il a été décoré, il a participé à plusieurs combats, notamment celui de Gettysburg, quand même, qui est très très connu. Et arrivé là, il se rend compte que son peuple commence à être menacé, parce que le Wyoming, donc là où ça se déroule, est devenu un territoire de l'Union, pas encore un État, mais ce qui fait que les lois américaines s'appliquent frontalement et ne donnent plus grand-chose aux natifs qu'on appelait à l'époque les Indiens, qui pourraient se voir dépossédés de leurs terres, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens américains. Et un avocat débarque là, qui est assez démago, un peu méchant, qui veut tirer profit de cette situation et promettre donc à des propriétaires terrestres blancs, de troupeaux ou autres, eh bien, de nouvelles terres qui, de facto, vont pouvoir être à eux, et parce que les Indiens vont pouvoir être déplacés, hein, c'est facile, hein, les mettre dans leurs réserves, c'est l'histoire de l'Amérique, quoi. Il est là pour tout simplement tirer avantage de la situation. Et évidemment, le héros va s'opposer à cela, d'autant plus que son père, là, est sur la fin. Donc il va prendre l'héritage. Et vous savez, tout ce que ça peut, on va dire, avoir comme conséquence, par exemple, si son père meurt et qu'il ne peut pas être enterré sur ses terres, puisque tu ne serais plus ses terres, tout l'esprit, le contact avec la nature et les ancêtres va être rompu. Et on va voir le combat donc du personnage de Robert Taylor qui va peu à peu quitter son habit de blanc américain, soldat, décoré et tout, pour reprendre donc ses attributs plus naturels et mener une, on va dire, lutte peut-être perdue d'avance face à l'Amérique au sens large. J'en dis pas plus, mais il va quand même avoir l'appui d'une jeune avocate qui débute dans la lignée de son père et son premier client, donc c'est un natif qui va vouloir faire valoir ses droits qui ne sont pas là, parce qu'il n'a pas de droit face donc à l'État qui prend possession des lieux. C'est un film très intéressant en tout cas, sur le plan civilisationnel, parce que ça montre les choses, comment donc avec les lois de remembrement, l'Amérique a gagné du terrain vers l'ouest ou dans des territoires qui jusque-là étaient encore acquis à certaines tribus, à certains peuples. Et on voit ici donc les dégâts que ça cause. Et peu importe si certains se sont américanisés comme notre personnage principal, ça ne marche pas comme cela. Donc dès qu'un territoire devient membre de l'Union, avant d'être un État, tous les peuples qui étaient là et qui pouvaient être libres de faire ce qu'ils veulent vont être repoussés, envoyés ailleurs, mis dans des réserves et n'ont pas mot à dire. Et là-dessus, je trouve que c'est très poignant parce que ça montre parfaitement les choses. C'est un film purement civilisationnel. Sur le plan cinématographique, ça marche très bien aussi, avec des prestations fortes, peut-être pas ultra marquantes non plus, mais quand même, notamment de Robert Taylor, qui, dans son regard et dans sa conviction, montre qu'il a envie de se battre. Et il est presque poussé à un retour à, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, attention, l'état sauvage par rapport à la situation, puisqu'il ne peut pas faire face à cette loi qu'il trouve injuste, donc il la rejette, et par défaut, il devient ce que les Américains pensent
des Indiens de l'époque, c'est-à-dire, voilà, attention, la vie sauvage, on ne peut pas leur faire confiance et tout. C'est presque poignant et terriblement tragique de voir qu'il est obligé d'en arriver là, puisque de toute façon, il n'a aucune autre alternative. Donc il choisit le combat et la résistance, en reprenant donc les habits de sa tribu, etc. Et moi je trouve que c'est une vraie tragédie, c'est un pur drame ce film, parce que ne vous attendez pas forcément à une fin positive, tu le sens très vite que de toute façon c'est impossible, si tu connais l'histoire de l'Amérique, tu vois pas comment il pourrait y arriver. Quand bien même il arriverait à, on va dire, repousser, tuer les Blancs là, qui veulent ces terres, ça serait temporaire et de toute façon derrière, ça serait renversé. Moi je trouve ça très profond, mais peut-être un petit peu sage avec le recul. C'est très fort pour 1950, mais à certains moments tu te dis que il fallait pas trop en faire non plus. Parce que, justement, on arrive à la fin avec presque quelques stéréotypes, même si le personnage principal évite certains écueils, tout autour, c'est un petit peu léger dans l'écriture, je trouve. Vous avez le méchant avocat, voilà, qui veut aider les méchants blancs, ok, mais derrière, tu sens que la loi est avec eux, et comme la loi, c'est l'Amérique, et que c'est un film américain, tu sens que, oui, il y a une forme d'inéluctabilité, mais c'est aussi un peu le destin, hein. Je ne vais pas vous ressortir le manifeste de la destinée américaine, mais quelque part, c'est sous-jacent, donc c'est pas forcément un film ultra méga progressiste à fond les ballons non plus, vous avez une certaine limite. Et l'idée qu'il y a cet avocat idéaliste qui représente la loi, qui va quand même essayer d'aider et d'y croire jusqu'au bout, ça représente aussi l'idéalisme de ce rêve américain de l'époque, même si celui-ci est très terni, si on a envie de le voir comme cela en tout cas, par cet avocat-là, pas véreux, mais il n'est pas véreux, mais il profite de la situation, qui est montré un peu comme malade de cette Amérique qui commence à trop grandir et à faire n'importe quoi. On peut y voir ce discours-là. Heureusement, le personnage de Lance Poole, qui a aussi d'autres noms plus de sa tribu, est plutôt bien géré. Robert Taylor va rester quand même dans une bonne prestation, mais il va jamais trop sublimer l'ensemble. C'est assez étonnant d'ailleurs le choix du casting. On sent qu'il a été maquillé et tout, parce qu'il n'a pas d'origine native que ce soit. C'est même quelqu'un qui, dans sa vie privée d'acteur aussi, a eu des propos un peu douteux. Voilà, bon, il a été accusé de communisme, plus ou moins indirectement, à une époque de chasse des sorcières, parce qu'il a participé à un film qui pouvait être machin. Il a réfuté cela, il a dit que c'était contre ses convictions politiques, et même il a plus ou moins balancé des gens. Voilà, il était républicain, et c'est marrant qu'il ait joué du coup ce rôle-là, parce que ça va pas trop non plus dans ses convictions en soi. Visiblement, le gars, il aimait bien jouer des personnages qui étaient hors ses convictions, pourquoi pas. Bon, c'est aussi le travail d'acteur, hein. Mais ouais, il est bien quand même. C'est un acteur qui a jamais fait trop parler de lui ultimement. On connaît le nom, Robert Taylor, oui. Mais voilà. Mais il y a quand même quelque chose de fort. Et puis on arrive à un petit peu montrer aussi donc, sa relation avec le père mourant, etc., qui veut transmettre à son fils. Et lui-même, donc le héros, qui va peut-être transmettre aussi à un jeune enfant hein, qui passe son rituel pour devenir un homme, un jeune homme adulte, voilà. Enfin, il doit avoir 13 ans, quoi, en gros, hein, plus ou moins. Et qui va être appelé à être peut-être le dernier homme de la tribu derrière donc le personnage de Lance Poole s'il n'est plus là. Donc ça, c'est bien aussi, mais c'est plus ou moins filigrane, c'est plus ou moins mis là comme ça, et puis ça a une importance, mais le film ne prend pas forcément le temps de le développer, il dure guère qu'une heure 23-24, c'est peu. Je pense que ça aurait pu être un peu plus fort et peut-être réduire certains dialogues et tout. Mais ça reste très bien, La Porte du Diable. C'est un film qu'il faut montrer pour comprendre un petit peu certaines choses sur cette américanisation forcée, déjà d'emblée de certains peuples, ici le peuple Shoshone, là, pour la guerre de sécession et tout. Alors là, quand on avait besoin d'eux, pas mal, même qu'on les décore et tout, mais dès que derrière on veut les laisser ou pas, on doit les laisser, du coup non. Vivre tranquillement sur leur terre, non. Ah non, l'Amérique, elle doit quand même continuer, et maintenant que la guerre de sécession est finie, on n'a plus besoin de vous, on vous envoie ailleurs. Enfin, on vous retire vos terres, quoi. Et vous n'êtes pas des citoyens. Il n'est pas considéré comme citoyen alors qu'il s'est battu pour l'Amérique et qu'il a été décoré par le Congrès. Vous voyez un peu l'absurdité des choses. Donc oui, c'est à montrer par exemple dans des écoles, pour qui, je sais pas, à l'université par exemple, ou même au lycée sur des séquences de cours d'anglais sur la civilisation américaine et on va dire le destin tragique des natifs. Ça c'est bien, voilà, c'est vraiment intéressant à montrer avec La Flèche brisée, mais surtout aussi, tiens, on peut faire des liens, mais c'est très très indirect, hein, avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Vous pouvez aller progressivement comme ça sur l'histoire
assez tragique des peuples natifs aux États-Unis. Comment on leur enlève leur terre, ou quand ils sont sur leur terre, finalement, ils sont jamais vraiment chez eux. Hein. Bon. Mais sinon, après, sur le plan cinématographique, ça reste sympathique. Belle scène de combat vers la fin, c'est bien monté et tout. Mais c'est pas forcément l'un des meilleurs westerns du monde non plus. Mais sur son propos, il est plutôt, et ouais, on va dire pertinent et important. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de La Porte du Diable. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.